Bonjour et bienvenue dans Nos propres pièges, le guide qui vous accompagne pour éclairer ces schémas intérieurs, ces scénarios répétitifs qui peuvent teinter nos vies. Je suis Sabrina Belloufa, psychologue et sexothérapeute et thérapeute de couple. Dans nos épisodes précédents, nous avons commencé à explorer ce que sont les pièges de vie ou schémas précoces d'inadaptation, ces blessures de notre enfance qui continuent d'influencer nos vies d'adultes. Nous avons vu qu'ils naissent de besoins fondamentaux non comblés. Mais une question se pose. Une fois que ces schémas sont là, une fois que cette douleur ou cette croyance négative est activée en nous, que faisons-nous? Restons-nous passifs? Ou mettons-nous en place, souvent sans même nous en rendre compte, des stratégies pour y faire face, pour survivre à cette douleur? Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur nos réactions automatiques face à nos pièges de vie. Ce sont des mécanismes de défense, des stratégies de coping que nous avons tous développées. Il en existe 3 grandes familles, 3 grandes routes que notre psyché emprunte pour tenter de gérer la souffrance: la capitulation, la fuite et la contre-attaque. Comprendre ces 3 stratégies est absolument crucial, car ce sont elles qui, bien souvent, maintiennent nos schémas en place et nous enferment dans des répétitions douloureuses. Alors, êtes-vous prêt à découvrir quelle armure vous portez le plus souvent? Avant de détailler chaque stratégie, il est important de se rappeler une chose. Ces mécanismes ne sont pas mauvais en soi. Ils ont probablement été, à un moment de notre vie, notamment dans notre enfance, la meilleure solution que nous ayons trouvée pour nous protéger, pour survivre à des situations difficiles ou à des émotions intolérables. Le problème, c'est que ces stratégies, une fois devenues adultes, sont souvent devenues rigides, automatiques, et au lieu de nous aider, elles nous enferment et renforcent nos schémas. Un peu comme une vieille armure rouillée. Elle nous a peut-être protégés autrefois, mais aujourd'hui, elle nous empêche de bouger librement et de nous connecter aux autres. Alors, explorons la première de ces grandes réactions. La première grande stratégie d'adaptation face à un schéma, c'est la capitulation, ou ce que Jeffrey Young appelle le schema surrender. Capituler, c'est un peu comme baisser les bras face au schéma. On l'accepte comme une vérité absolue, on se soumet à lui. On ressent pleinement les émotions douloureuses qu'il engendre, la tristesse, la honte, la peur, et on agit d'une manière qui confirme le schéma. Concrètement, comment ça se manifeste? Au niveau des pensées et des émotions. On va avoir tendance à interpréter les situations à travers le filtre du schéma. Si j'ai un schéma d'imperfection, je vais constamment me sentir nulle et croire que les autres me jugent. Si j'ai un schéma d'abandon, je vais vivre dans la peur constante d'être quittée et interpréter le moindre signe comme une preuve de cette menace. On ne remet pas en question la validité du schéma, on le vit comme une évidence. Au niveau des comportements, on va souvent inconsciemment choisir des situations ou des partenaires qui vont confirmer notre schéma. C'est ce qu'on appelle la répétition du schéma. Si j'ai un schéma de méfiance-abus, je risque d'être attiré par des personnes peu fiables ou qui vont me maltraiter, parce que c'est un scénario familier, même s'il est destructeur. Si j'ai un schéma d'échec, je vais peut-être procrastiner, m'auto-saboter ou choisir des défis trop grands pour moi pour finalement me retrouver en situation d'échec comme prévu par mon schéma. Prenons un exemple simple. Imaginez une personne avec un schéma d'assujettissement, c'est-à-dire la croyance qu'elle doit se soumettre aux besoins et aux désirs des autres pour être aimée ou éviter les conflits. Si elle capitule face à ce schéma, elle va systématiquement mettre ses propres besoins de côté, dire oui à tout, même quand elle pense non, se suradapter en permanence. Elle se sentira peut-être exploitée ou non respectée, mais elle continuera car c'est ce que son schéma lui dicte. La capitulation, c'est donc quand on est pris au piège par le schéma, on le laisse diriger notre vie sans vraiment lutter contre lui. On est en quelque sorte en mode pilote automatique du schéma. Si la capitulation consiste à se soumettre au schéma, la deuxième grande stratégie, c'est tout le contraire, c'est la fuite ou l'évitement. Ici, l'objectif principal est d'éviter de ressentir la douleur du schéma. On va donc essayer de ne pas y penser, de ne pas ressentir les émotions désagréables qu'il génère et d'éviter les situations ou les personnes qui pourraient l'activer. La fuite peut prendre de très nombreuses formes, parfois subtiles, parfois beaucoup plus évidentes. L'évitement cognitif. On va consciemment ou inconsciemment essayer de ne pas penser aux aspects douloureux liés à notre schéma. On peut minimiser les problèmes, rationaliser ou se dire « ça ne sert à rien d'y penser ». On bloque les pensées dérangeantes.
L'évitement émotionnel. On va tenter de ne pas ressentir les émotions associées au schéma. On peut se couper de ces émotions, se montrer froid ou détaché, ou encore se plonger dans des activités qui anesthésient les ressentis, comme la consommation excessive d'alcool, de drogue, de nourriture ou une addiction aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux, au travail. Ces comportements d'auto-apaisement compulsif sont des formes de fuite. L'évitement comportemental, c'est sans doute la forme la plus visible. On va éviter activement les situations qui pourraient déclencher le schéma. Par exemple, si j'ai un schéma d'exclusion sociale, je vais éviter les fêtes, les groupes, les situations où je pourrais me sentir rejeté. Si j'ai un schéma de vulnérabilité au danger, je vais éviter de prendre l'avion, de sortir seul. Le soir, où je vais vérifier 10 fois que la porte est bien fermée. Si j'ai un schéma d'abandon, comme nous l'avons vu, je peux éviter les relations intimes sérieuses pour ne pas risquer la souffrance d'une rupture. Imaginons Paul qui porte un schéma d'imperfection. Il est convaincu au fond de lui qu'il est nul et inintéressant. Pour éviter de ressentir la honte et l'anxiété liées à ce schéma, il fuit toutes les situations où il pourrait être évalué ou jugé. Il refuse des promotions au travail, il évite de prendre la parole en public, il n'ose pas aborder les personnes qui lui plaisent. Sa vie est peut-être calme en apparence, mais il passe à côté de beaucoup d'opportunités et se sent souvent frustré et isolé. Sa stratégie de fuite le protège de la douleur immédiate, mais elle l'empêche de se réaliser et de démentir son schéma. La fuite, c'est donc une tentative de mettre la douleur du schéma sous le tapis. Mais bien sûr, la douleur reste là, et la fuite nous empêche souvent de vivre pleinement et de nous confronter aux défis qui pourraient nous faire grandir. Après la capitulation où l'on subit et la fuite où l'on évite, voici la troisième grande stratégie d'adaptation, la contre-attaque ou la compensation. Ici, l'idée est de lutter activement contre le schéma, de le combattre en pensant, ressentant et agissant à l'extrême opposé de ce qu'il nous dicterait. On veut se prouver et prouver aux autres que le schéma est faux. La contre-attaque peut sembler, de prime abord, plus positive ou plus forte que la capitulation ou la fuite, car il y a une énergie de combat. Mais attention, elle peut être tout aussi dysfonctionnelle et maintenir le schéma d'une manière différente. Voici quelques exemples de contre-attaque. Si j'ai un schéma de dépendance, incompétence, la croyance que je ne peux pas me débrouiller seul, je peux contre-attaquer en affichant une indépendance farouche, en refusant toute aide, en voulant tout contrôler, en me chargeant de tout, au risque de m'épuiser. Je veux prouver que je n'ai besoin de personne. Si j'ai un schéma d'imperfection honte, je peux contre-attaquer en devenant hypercritique envers les autres, en cherchant constamment leurs défauts pour me sentir supérieur, ou en devenant un perfectionniste obsessionnel cherchant à atteindre des standards irréalistes pour masquer ma prétendue nullité. Si j'ai un schéma d'exclusion sociale, je peux contre-attaquer en cherchant à être le centre de l'attention, en étant exubérant, en voulant impressionner tout le monde, ou même en rejoignant des groupes extrêmes pour me sentir spécial et appartenir. Si j'ai un schéma d'assujettissement, se soumettre aux autres, je peux contre-attaquer en devenant rebelle, provocateur, en refusant toute forme d'autorité ou de contrainte, même quand elles sont légitimes. Prenons l'exemple de Stéphanie. Elle a un schéma de carence affective, elle est persuadée au fond d'elle qu'elle ne recevra jamais l'amour et l'attention dont elle a besoin. Pour contre-attaquer, elle est devenue très exigeante en amour. Elle demande constamment des preuves d'amour, elle est insatiable, elle veut être le centre du monde de son partenaire. Elle pense ainsi forcer l'autre à lui donner ce dont elle a manqué. Mais souvent, son attitude étouffe ses partenaires, qui finissent par s'éloigner, la laissant, avec son sentiment de carence. Le problème de la contre-attaque, c'est qu'elle est souvent excessive, rigide et déconnectée des besoins réels. On est tellement occupé à lutter contre le schéma qu'on ne construit pas une base de sécurité intérieure authentique. On peut même finir par blesser les autres ou par s'épuiser soi-même. Et souvent, au fond, la peur et la douleur du schéma sont toujours là, juste masquées par cette armure de combattant. Maintenant que nous avons exploré ces trois grandes familles de réactions, la capitulation, la fuite et la contre-attaque, vous commencez peut-être à identifier celle que vous utilisez le plus souvent face à vos propres difficultés, à vos propres points sensibles. Il est rare qu'on utilise une seule stratégie. Souvent, on a une stratégie dominante, mais on peut aussi alterner en fonction des situations ou des périodes de notre vie.
Prenez un instant pour réfléchir. Quand vous êtes confronté à une situation qui réveille une vieille blessure, une vieille peur en vous, quelle est votre tendance la plus fréquente? Avez-vous tendance à vous sentir submergé, à revivre la même douleur, à vous dire «c'est toujours pareil pour moi», signe de capitulation? Ou bien essayez-vous d'éviter la situation, de ne pas y penser, de vous distraire, de vous anesthésier, signe de fuite? Ou encore, réagissez-vous avec force en essayant de prendre le contrôle, de prouver le contraire, quitte à être excessif ou agressif, signe de contre-attaque? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie dans l'absolu, car toutes ont eu une fonction de protection à un moment donné. Mais aujourd'hui, il est crucial de comprendre que ces trois stratégies, aussi différentes soient-elles, ont un point commun. Elles maintiennent et renforcent nos schémas à long terme. Elles nous empêchent de nous confronter réellement à nos blessures d'une manière saine avec notre adulte pour pouvoir les guérir et choisir des comportements plus libres et plus adaptés à notre vie d'aujourd'hui. Comprendre vos stratégies de coping dominantes, c'est comme obtenir une nouvelle clé de lecture de vos propres comportements répétitifs, de vos difficultés relationnelles, de vos blocages. C'est une étape indispensable avant d'envisager de changer les choses. Nous voilà au terme de notre exploration des 3 grandes stratégies d'adaptation face à nos pièges de vie. J'espère que cet épisode vous a éclairé sur la manière dont nous réagissons, souvent malgré nous, à nos blessures intérieures. Si nous devions retenir l'essentiel aujourd'hui, ce serait ceci. Premièrement, face à la douleur d'un schéma, nous ne restons pas passifs. Nous développons des stratégies de survie, la capitulation, on se soumet au schéma, la fuite, on évite la douleur, ou la contre-attaque, on lutte contre en faisant l'opposé. Deuxièmement, ces stratégies, bien que compréhensibles et ayant eu une utilité par le passé, sont aujourd'hui ce qui entretient nos schémas et nous empêche de nous en libérer véritablement. Elles sont comme des habitudes profondément ancrées. Troisièmement, la première étape vers le changement est d'identifier nos propres stratégies dominantes. Simplement les observer, sans jugement, avec curiosité. C'est en comprenant comment nous fonctionnons que nous pourrons commencer à choisir des réactions plus conscientes et plus saines, guidées par notre adulte. Dans notre prochain épisode, nous continuerons à poser les fondations de notre compréhension en nous penchant sur les modes des schémas, ces différents personnages intérieurs qui s'activent en nous et qui sont souvent les metteurs en scène de ces stratégies de coping. Vous découvrirez votre enfant intérieur, votre parent critique et comment ils influencent votre quotidien. Merci pour votre écoute attentive. Si nos propres pièges vous apportent des clés, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager et à laisser un avis. C'est une aide précieuse. Prenez le temps d'observer vos réactions cette semaine avec douceur et curiosité. À très bientôt.